Récemment, des scientifiques chinois ont découvert quelque chose d'intéressant sur la Lune. Un cristal inhabituel. Ils ont aussi découvert que ce cristal contient un élément qui peut littéralement remplacer le combustible nucléaire. Alors, creusons un peu le sujet. La composition de la Lune est longtemps restée un mystère pour nous. Un demi-siècle s'est déjà écoulé depuis la mission Apollo 11. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup voyagé sur la Lune depuis. Et il n'est donc pas surprenant qu'il ne soit pas si facile pour nous de l'étudier. Mais récemment, une percée a été réalisée dans ce domaine. En décembre 2020, des scientifiques chinois ont envoyé la sonde Chang'e 5 sur la Lune. La mission a été nommée d'après l'ancienne divinité chinoise de la Lune, Chang'e. Plutôt poétique, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, la sonde s'est rendue sur la face la plus proche de la Lune. Elle a passé plusieurs jours à creuser la surface et les roches, puis elle est revenue sur Terre. Au total, elle a collecté environ 2 kg de diverses roches lunaires, comprenant du basalte, de la lave solidifiée et d'autres. Cela ne semble peut-être pas très impressionnant, mais c'est en fait une mini-percée. Après tout, on n'a plus récolté d'échantillons lunaires depuis 1976. Or, ces échantillons sont très importants pour apprendre l'histoire de notre monde. On s'est battu pendant des années pour découvrir, par exemple, comment la Lune est née. Il y avait beaucoup de théories, mais on n'arrivait toujours pas à trouver de preuves solides pour aucune d'entre elles. Mais grâce aux dernières missions et à certaines simulations informatiques, les scientifiques ont enfin découvert la vérité. La Lune est née lorsqu'une planète quelconque s'est écrasée sur notre Terre il y a plusieurs millions d'années. Cette planète naine était légèrement plus petite que Mars. Des fragments de la Terre sont partis dans l'espace, mais certains sont restés dans notre orbite. Puis, ils se sont collés ensemble et ont formé la Lune. Cela semble effrayant, mais en réalité, la naissance de la Lune est la meilleure chose qui soit arrivée à notre planète. Sans ce magnifique satellite, tous nos océans seraient encore de petites flaques d'eau. La vie ne serait pas du tout apparue sur Terre. C'est donc déjà une découverte incroyable en soi. Mais ce n'est pas tout. En étudiant les roches collectées, les scientifiques de l'Institut de recherche de Pékin ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un cristal lunaire rare. Ça a l'air plutôt banal, n'est-ce pas? Juste un minuscule monocristal et transparent de l'épaisseur d'un cheveu humain. On avait fait de telles trouvailles sur la Lune auparavant. Ces cristaux se sont formés à la suite d'une activité volcanique, tout comme certains grenats sur la Terre. Car l'endroit où ils ont découvert ces cristaux a aussi connu des éruptions volcaniques. Il y a 1,2 milliard d'années. Cela signifie que ce petit cristal a plus d'1 milliard d'années. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui importe vraiment, c'est que ce cristal est fait d'un matériau unique, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Des chercheurs de l'Association minéralogique internationale ont confirmé qu'une telle composition ne peut être trouvée nulle part sur Terre. Le cristal a été nommé Chang'ezite Y, encore une fois d'après la même divinité chinoise de la Lune. Et c'est un autre exploit. C'est le 6e minéral précédemment inconnu que nous avons trouvé sur la Lune, et le tout premier trouvé par la Chine. Elle est maintenant devenue le 3e pays au monde à faire une telle découverte lunaire. Cependant, ce minuscule cristal n'est pas la seule chose remarquable qu'ils ont trouvée. Après avoir étudié ce joyau et environ 140 000 autres particules lunaires, les scientifiques ont découvert autre chose. Ils ont trouvé de l'hélium 3. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est l'un des éléments qui alimentent le Soleil et les autres étoiles de notre univers. On a tendance à dire des choses comme éteindre le soleil brûle, et ainsi de suite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes pensent réellement que le soleil est une énorme boule de feu. Mais ce n'est pas le cas. Sa combustion est en fait un processus complètement différent, qui s'appelle fusion nucléaire. Le processus en lui-même est assez simple. Pendant cette réaction, l'hydrogène de l'étoile se transforme en hélium. Mais ce processus simple est en fait l'une des réactions les plus violentes et les plus puissantes de l'univers. Il y a un véritable bouillon de particules à l'intérieur du Soleil. Les noyaux d'hydrogène qui s'y agitent en tous sens se repoussent constamment les uns les autres car ils sont tous chargés positivement. Et ils pourraient continuer à le faire sans déranger personne, s'il n'y avait pas les étoiles. Les étoiles sont un peu espiègles. Leur gravité est si forte qu'elles attrapent des milliards de ces petits atomes et les serrent les uns contre les autres. En se combinant les uns les autres, ces atomes créent de nouveaux éléments lourds, comme l'hélium mentionné. Et lorsque cela se produit,
il projette beaucoup d'énergie dans l'espace. C'est ainsi que le Soleil brûle. En même temps, il répand une quantité d'énergie que nous ne pouvons même pas imaginer. Bon, mais qu'est-ce que l'hélium 3 ? Eh bien, c'est un élément qui pourrait faire de l'ombre même au Soleil. La fusion des atomes d'hélium 3 libère encore plus d'énergie que dans une fusion nucléaire typique. Et surtout, elle ne pollue pas l'atmosphère avec des éléments nocifs comme les radiations. Nous avons très peu d'hélium 3 sur Terre. Sa prévalence dans notre atmosphère est d'environ 1 sur 1 million. Et en plus, il essaie constamment de s'échapper pour retourner dans l'espace. Cependant, les scientifiques ont récemment découvert qu'il y a un endroit qui contient beaucoup de cet élément. Oui, tu l'as deviné, c'est la Lune. On pense qu'il y a plus d'hélium 3 sur la Lune que sur la Terre à cause des vents solaires. Le Soleil a bombardé la Lune d'hélium 3 pendant des milliards d'années. Si bien qu'aujourd'hui, il y en a partout. Ce n'est pas si impressionnant si on la compare à Jupiter ou Saturne, par exemple. Mais n'oublie pas la quantité d'énergie qu'il peut libérer. Il faut savoir qu'avec seulement 25 tonnes d'hélium 3, il serait possible de fournir de l'énergie aux États-Unis pendant une année entière. Or, il y en a environ 350 000 tonnes sur Terre et plus d'1 million de tonnes sur la Lune. Ces seules sources pourraient subvenir aux besoins de l'ensemble des États-Unis pendant des milliers d'années. Donc, en gros, à l'avenir, l'hélium 3 pourrait devenir une nouvelle source de combustible. Et il surpasse le combustible nucléaire dans pratiquement tous les domaines. L'hélium 3 ne laisse pas de déchets ni de radiations nocifs. Il est plus puissant et pas si dangereux. En d'autres termes, cette énergie écologique et efficace pourrait être une révolution pour notre planète. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend ? Il y a un petit hic. Malheureusement, on n'a encore rien trouvé d'aussi puissant et chaud que les étoiles. Or, pour utiliser l'hélium 3, on a besoin de température et de pression démentes. Il nous faut un réacteur thermonucléaire, et on n'a aucune idée de comment le construire pour l'instant. Et même si on pouvait le chauffer à de telles températures et obtenir la pression nécessaire, on ne sait toujours pas vraiment comment manipuler l'hélium 3 correctement. Par conséquent, même si on a une quantité infinie d'hélium 3, on ne pourra toujours pas l'utiliser. Mais il y a un élément potentiel derrière l'hélium 3, que plusieurs pays ont déjà commencé une course aux ressources lunaires. Et maintenant que Chang'e 5 a découvert un nouveau gisement d'hélium 3 sur la face la plus proche de la Lune, cette course pourrait devenir mondiale. Par exemple, la Chine prévoit déjà une nouvelle mission lunaire en 2024, Chang'e 6. Pendant cette mission, les Chinois veulent collecter les premiers échantillons de la face cachée de la Lune. Comme tu peux le voir, trouver ce cristal lunaire était très important pour nous. Ces cristaux peuvent nous aider à trouver de nouvelles façons de créer de l'hélium 3. Et si on y parvient, l'humanité entrera dans une nouvelle ère. Mais pour y parvenir, on doit encore résoudre un certain nombre de problèmes. Comment livrer un tas de ces cristaux lunaires sur Terre ? Comment leur faire produire de l'énergie ? Et ainsi de suite. Espérons qu'à l'avenir, ces problèmes seront résolus et qu'on trouvera un moyen de produire une énergie propre, sûre et illimitée. Le 7 janvier 1610, le célèbre astronome italien Galileo Galilei a fait une découverte étonnante à l'aide de son télescope fait maison. 4 lunes en orbite autour de la planète Jupiter. D'ailleurs, de nos jours, tu peux fabriquer ta propre version de son télescope en utilisant des tubes en carton, des lentilles et de la superglue. Le principe de ce télescope est de placer 2 lentilles à la bonne distance l'une de l'autre. Tu auras besoin de 2 lentilles, une concave et une convexe. Autrement dit, une incurvée vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Le premier télescope de Galilée était capable de grossir les objets environ 8 fois. Il a continué à l'améliorer jusqu'à ce qu'il atteigne un facteur de grossissement d'environ 20. Mais revenons à l'histoire principale. Lorsqu'il a aperçu pour la première fois ces 4 lunes de Jupiter, il a cru qu'il regardait simplement un amas d'étoiles. Mais il a vite remarqué que ces objets spatiaux semblaient se déplacer selon un schéma régulier. Il lui a fallu quelques semaines pour comprendre que ce qu'il voyait n'était pas des étoiles, mais des lunes qui tournaient autour de Jupiter.
Galilée a d'abord nommé ces lunes 1, 2, 3 et 4. Mais soyons honnêtes, ce n'étaient pas les noms les plus créatifs. Comme d'autres lunes de notre galaxie ont été découvertes par la suite, le système numérique pour les nommer est devenu confus et peu pratique, et il n'a duré que quelques siècles. De nos jours, ces 4 satellites les plus grands de Jupiter se nomment Io, Europe, Ganymède et Callisto. On les appelle collectivement les lunes galiléennes en l'honneur de l'homme qui les a remarquées le premier. La découverte de Galilée a été cruciale pour notre compréhension ultérieure de l'astronomie. Au départ, on croyait que les autres objets tournaient autour de la Terre puisqu'elle était considérée comme le centre de l'univers. Nous savons maintenant qu'il y a des centaines de lunes dans notre système solaire. Cependant, on ne découvre pas si souvent de grandes lunes comme celle découverte par Galilée. Une lune est considérée comme grande lorsqu'elle est de la taille de notre planète, voire plus grande. Ganymède, par exemple, est plus grande que Mercure. En fait, on qualifie Ganymède de lune simplement parce qu'elle tourne autour de Jupiter. Sinon, elle a toutes les autres caractéristiques d'une planète. Ce n'est pas une surprise que Jupiter ait les plus grosses lunes du système solaire. Elle surpasse toutes les autres planètes en taille et en masse, et il n'est donc pas étonnant qu'elle ait attiré beaucoup d'autres objets vers elle. On pense que Jupiter possède au total près de 80 lunes, dont seulement 53 ont reçu un nom officiel à ce jour. La première de ces lunes jupitériennes à être découverte par Galilée a été Io. Ce qui la distingue, c'est qu'elle a beaucoup de volcans. Io est le seul objet spatial à avoir des volcans actifs dans notre système solaire, à part la Terre. Elle est aussi surnommée la lune de feu et de glace, à cause de ses champs de neige composés de dioxyde de soufre. La couche extérieure d'Io est tachetée avec de multiples couleurs comme l'orange, le noir, le jaune, le blanc et le rouge. C'est probablement la raison pour laquelle la NASA l'a décrite comme une pizza géante couverte de fromage fondu et d'éclaboussures de tomates et d'olives mûres. À cause de ce soufre, Io ne sent pas très bon, une odeur semblable à celle d'un œuf pourri. Il y a plus de 100 montagnes à la surface de cette lune, et elles sont beaucoup plus grandes que celles que nous voyons sur Terre. Certaines sont même plus hautes que l'Everest. En moyenne, ces chaînes de montagnes mesurent 6000 mètres de haut et 157 km de long. À cause de ces volcans actifs et des radiations intenses sur Io, il y a peu de chances que la vie telle que nous la connaissons puisse exister ici. Mais qui peut affirmer qu'il ne peut pas y avoir une autre forme de vie ? La lune suivante sur la liste des lunes galiléennes est Europe, la plus petite des 4. Sa taille est comparable à celle de notre propre lune. Europe a une surface entièrement glacée, avec juste quelques cratères disséminés ici et là. Grâce à cette couche extérieure, Europe est très réfléchissante, ce qui en fait l'une des lunes les plus brillantes. Quant à son âge, les scientifiques pensent que sa surface a entre 20 et 180 millions d'années, tandis que la Lune elle-même a environ 4,5 milliards d'années. Ce qui se cache sous cette surface glacée est impressionnant. Elle pourrait même détenir le secret de la vie en dehors de la Terre. La glace se forme ici de 2 façons. La première est la congélation, un processus plutôt explicite. La glace grandit simplement à mesure que le milieu environnant devient de plus en plus froid. L'autre méthode est beaucoup plus fascinante. Une couche d'eau surfondue, se trouvant sous l'enveloppe de glace, réagit lorsqu'elle est agitée. Elle génère alors ces cristaux qui donnent l'impression qu'il neige à l'envers, flottant vers le haut jusqu'à la couche de glace sous laquelle il se trouve. Tu peux recréer cet environnement toi-même à la maison. Prends une bouteille d'eau purifiée et mets-la au congélateur. Si tu n'as pas d'eau purifiée à proximité, fais simplement bouillir de l'eau plusieurs fois pour te débarrasser d'autant d'impuretés que possible. Comme il n'y aura pas de particules à l'intérieur, une fois dans le congélateur, elle ne deviendra pas solide. Mais si tu sors ensuite la bouteille du congélateur et que tu la secoues, l'impact fera rapidement cristalliser l'eau, lui donnant une consistance semblable à de la neige fondue. Il y a peut-être de l'eau sur Europe, mais jusqu'à présent, il y a peu de preuves que la vie existe sur cette lune. Cependant, c'est l'une des meilleures candidates du système solaire pour une habitabilité potentielle. Certaines formes de vie pourraient s'adapter pour vivre dans son océan sous la glace. Cet environnement est très probablement similaire à celui que l'on trouve dans les évents hydrothermaux de notre planète, cachés au plus profond de nos océans.
La quantité d'oxygène dans l'atmosphère d'Europe est très faible, mais en 2013, la NASA a trouvé des indices prometteurs qui soutiennent encore une fois la théorie selon laquelle il y a un potentiel de vie sur cette Lune. En effet, il semble qu'Europe pourrait éjecter de l'eau dans l'espace. Si cela est confirmé par de futures observations, cela pourrait aussi signifier qu'Europe est géologiquement active. Cela pourrait aussi s'avérer utile si nous parvenons un jour à en étudier les sources d'eau. La plus grande des lunes galiléennes est Ganymède. C'est aussi la plus grosse lune de notre système solaire tout court. C'est un objet spatial de faible densité, dont la taille est similaire à celle de Mercure, mais qui représente seulement la moitié de sa masse. Cependant, Ganymède est la seule lune à posséder son propre champ magnétique. Il est toutefois assez faible et nous pouvons à peine le remarquer depuis la Terre, car il est éclipsé par le champ magnétique beaucoup plus puissant de Jupiter. Un autre aspect intéressant de Ganymède est que son atmosphère contient de l'oxygène. Mais ne t'emballe pas trop, c'est loin d'être suffisant pour que des formes de vie y prolifèrent. En décembre 2021, un clip audio de 50 secondes a été publié. Il avait été enregistré par la sonde de la NASA lors de son survol de Ganymède. Pour les non-initiés, les sons ressemblaient davantage à ceux d'une vieille connexion Internet. Mais en raison de ses airs excentriques, Ganymède a rapidement été surnommée la lune chantante de Jupiter. Enfin, pour clôturer la liste des lunes galiléennes, on trouve Callisto, ou l'objet le plus fortement cratérisé de notre système solaire. Ce qui est intéressant avec cette lune, c'est que son paysage a à peine changé depuis sa formation, et les scientifiques débattent encore de la raison de ce phénomène. La plupart des autres objets spatiaux subissent des tas de changements tout au long de leur vie, en raison d'événements comme des collisions avec d'autres objets, des changements d'orientation ou de vitesse, ou des réactions chimiques qui se produisent à leur surface. Callisto a aussi à peu près la taille de la planète Mercure, mais sa densité est également plus faible. Le champ magnétique de Jupiter a un impact moindre sur Callisto, car cette dernière est la plus éloignée de la géante gazeuse. On estime que sa surface a un âge stupéfiant de 4 milliards d'années. Contrairement à Io, Callisto n'est pas géologiquement active, mais les scientifiques pensent qu'un océan pourrait se cacher sous sa surface, qui pourrait potentiellement abriter de la vie. Le fait qu'elle soit moins touchée par le champ magnétique de Jupiter signifie qu'elle présente des niveaux de radiation plus faibles. Étant donné cet environnement approprié, nous finirons peut-être par y installer un jour une base humaine en vue d'une exploration future. La Lune, un magnifique satellite naturel parcouru de mystérieuses taches sombres. Comme nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune, nous sommes habitués à cette image. Il est difficile de l'imaginer sous un autre aspect. Mais avant, c'était différent. Eh oui, c'était vraiment différent. Imagine un peu, un énorme satellite incandescent dans le ciel qui provoque des tsunamis en permanence. Je te propose de remonter très loin dans le passé et de découvrir la Lune telle qu'elle était il y a toutes ces années. La Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. À cette époque, notre planète bleu-vert était encore un morceau de roche brûlant et incroyablement instable, lancé à fond de train dans l'espace. Nous n'avions pas encore de Lune, et un jour sur notre planète ne durait que 6 heures, ce qui signifie qu'il n'y avait que 3 heures de lumière par jour. Des volcans entraient en éruption un peu partout et tout le temps, libérant des gaz toxiques dans l'air, et des tas de météorites s'écrasaient régulièrement sur la planète. Au même moment, il y a 4,5 milliards d'années, ce qu'on nomme aujourd'hui l'impact géant se serait produit. Les scientifiques, qui sont généralement prudents, parlent de l'hypothèse de l'impact géant. D'après cette hypothèse, un objet de la taille de Mars se serait un beau jour écrasé sur la Terre. Mars est environ 2 fois plus petite que notre planète, donc le choc a été relativement catastrophique mais sans causer de dommages irréparables. Ce puissant impact a arraché une partie des couches supérieures de cet objet, et la Terre en a elle-même pas mal souffert. Le noyau de ce corps spatial a ensuite fusionné avec le noyau de la Terre. Et de nombreux fragments de notre planète se sont envolés dans l'espace. Ainsi, notre Lune a vu le jour, ou, pour le dire d'une manière plus scientifique, le processus de différenciation a commencé. C'est le processus que subissent tous les corps planétaires au début de leur vie. Comme l'impact a produit une chaleur immense, la plupart des gaz et des liquides présents sur les morceaux arrachés de la Terre ont été emportés. Seule une surface de pierre relativement sèche est restée. Donc oui, il y a de l'eau et des gaz sur la Lune, mais en très petite quantité.
La gravité de notre planète était suffisamment forte pour que tous ces fragments de roches chaudes restent dans son orbite, et ils se sont progressivement collés les uns aux autres. Les éléments chimiques qu'ils contenaient étaient répartis en couches. Le fer, le plus lourd de tous, s'est enfoncé profondément à l'intérieur, tandis que les éléments les plus légers sont restés à la surface. En peu de temps, une centaine d'années ou moins, l'anneau de vapeur, de poussière et de roches fondues a fusionné. Le plus gros amas, qui possédait la plus forte gravité, ont attiré de plus en plus de particules, créant peu à peu la Lune. Elle ressemblait alors à une boule rougeoyante en ébullition. Malheureusement, le noyau de la Lune naissante était très petit. Il lui manquait du fer ainsi que d'autres éléments lourds pour que notre satellite prenne plus de substance et devienne une planète. Les plus anciennes roches de la Lune se sont probablement formées dans cet océan de magma. Et lorsque la Lune s'est enfin refroidie, elle s'est transformée en une boule blanche, toute propre et parfaitement régulière. Mais elle était encore très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, notre satellite, immédiatement après sa naissance, se trouvait à une distance de seulement 21 700 km de la Terre. C'est 15 fois plus proche qu'aujourd'hui. Elle se trouve maintenant à environ 383 000 km. Est-ce que tu peux imaginer à quel point la Lune était énorme et lumineuse dans le ciel à l'époque ? Ce devait être à la fois magnifique et terrifiant. Et bien sûr, une telle proximité provoquait des vagues incroyablement grandes dans nos océans. Il y avait régulièrement des tsunamis sur Terre. De plus, la Lune tournait encore très vite. Et elle n'était pas orientée vers la Terre d'un seul côté. Mais en général, la Terre et la Lune avaient un impact positif l'une sur l'autre. Par exemple, c'est grâce à la Lune que notre journée dure 24 heures. À l'heure actuelle, l'axe de la Terre est incliné de 23,5 degrés par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. Avant la venue de la Lune, la Terre tournait très rapidement, mais grâce à son satellite, son inclinaison s'est stabilisée, ce qui a donné lieu à une grande variété de climats sur Terre. Mais la gravité de notre planète a aussi pas mal aidé la Lune. Grâce à elle, elle a pu elle aussi ralentir et s'est progressivement éloignée de nous. Au fil des ans, son orbite s'est écartée de notre planète. En même temps, un phénomène nommé verrouillage par effet de marée s'est produit entre la Lune et la Terre. Cela signifie que la période de rotation de la Lune coïncide avec sa période orbitale, ou en d'autres termes, que la Lune tourne sur elle-même aussi vite qu'elle tourne autour de la Terre. C'est pourquoi la Lune est toujours tournée vers notre planète du même côté. Lorsque la Lune s'est éloignée, les marées sur notre planète se sont apaisées. Désormais, l'eau pouvait couler jusqu'aux confins du globe. C'est alors que la vie est apparue sur Terre. Mais revenons à l'évolution de la Lune elle-même. Que s'est-il passé à sa surface après sa formation ? On parle des étapes suivantes comme de l'enfance et de l'adolescence de la Lune. Et, comme c'est généralement le cas, ces périodes n'ont pas été de tout repos. Pas étonnant. Il y a environ 4 milliards d'années, le système solaire était complètement fou. Pendant les 6 premiers millions d'années d'existence de la Lune, des astéroïdes et des comètes de grande taille étaient constamment projetés sur elle. Ils venaient également s'écraser sur la Terre. Ces impacts furent les plus puissants de l'histoire de la Lune. De grands cratères, plus tard tapissés d'une sombre matière rocheuse, sont alors apparus. Comme si tout cela ne suffisait pas amplement, un jour, une planète naine est venue s'écraser sur la Lune. Elle faisait à peu près la taille de Cérès, le plus gros objet présent dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Cet impact a produit le plus grand bassin de la Lune et a changé à jamais son apparence. Tu vois cette tache sombre là sur la face cachée de la Lune ? Juste là, tout au sud. Il s'agit du bassin pôle sud Aitken. Son diamètre est d'environ 2500 km. Et oui, il a bien été formé par l'impact dont j'ai parlé il y a environ 4,3 milliards d'années. Cet impact a apporté avec elle tout un tas de composés chimiques complexes et étranges que les scientifiques trouvent maintenant un peu partout sur la face cachée de la Lune. Ces composés se sont mis à dégager énormément de chaleur, ont fait fondre une partie du manteau lunaire et oups, ont par la suite accidentellement réveillé les volcans. Ces volcans ont commencé à entrer en éruption. Une énorme quantité de magma a été répartie sur la surface de la Lune. Bien des années plus tard, tout ça s'est refroidi et ces taches sombres que l'on peut observer sont apparues. On les appelle les mers lunaires. On y trouve beaucoup moins de cratères que sur les terres. Mais au cours du dernier milliard d'années, la Lune a été géologiquement inactive, à l'exception de collisions occasionnelles avec des météorites.
L'apparence de la Lune a changé à jamais à la suite de ces événements. C'est ainsi que, meurtrie et fatiguée, elle est entrée dans l'âge adulte. Mais la paix, malheureusement, n'était toujours pas au rendez-vous. Un nouveau groupe de météorites a décidé de venir l'embêter, mais ce n'a pas été si grave. Il y a eu de nombreuses collisions, mais toutes de faible ampleur. Elles ont simplement laissé plusieurs cratères et fosses sur la surface lunaire, et ont peut-être un peu endommagé son manteau. Quelques-unes de ces collisions ont cependant approfondi certains des grands cratères. La croûte de la Lune est devenue de plus en plus fine au fil des ans à cause de cet interminable chaos. Et maintenant, nous appelons cette partie supérieure de la croûte, qui est couverte de cratères, les terres lunaires. Toutes ces zones blanches et lumineuses de la Lune, ce sont les terres par opposition aux mers. Mais finalement, l'univers s'est calmé. Pour l'instant, tout au moins. Et la Lune a commencé à ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le satellite naturel de la Terre. Il y a des moments de son histoire que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer avec précision. Mais ils continuent à étudier notre magnifique satellite. Les données sur la Lune ne sont pas seulement utiles pour elles-mêmes. Elles nous donnent une image plus complète de l'histoire de notre système solaire et de l'espace dans son ensemble. Espérons donc qu'un jour, nous pourrons découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la Lune.